Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir ici au Festival d'Histoire de l'Art pour une présentation qui s'annonce magistrale pour deux animaux qui sont impressionnants. Alors, nous avons le plaisir aujourd'hui d'entendre deux intervenants. Je commencerai par Oriane Beaufils. Oriane, vous êtes conservatrice du patrimoine en charge des peintures au château de Fontainebleau, ici. Donc, vous êtes ici chez vous. Et merci de nous accueillir. Depuis 6 ans. Auparavant, vous étiez spécialiste au département mobilier et objets d'art chez Christie's. Vous êtes diplômé des universités de Lille, de Nanterre, de l'ESSEC, titulaire d'un Master of Arts de l'université de Glasgow, et vous êtes diplômé de l'INP. Alors, j'aimerais effectivement, puisque nous sommes ici au château de Fontainebleau, avant de présenter Mathieu, que vous me parliez peut-être rapidement des expositions dont vous êtes commissaire et que eh bien, vous pourrez voir aujourd'hui en marge de ces présentations. Merci beaucoup Isabelle, ravie de vous accueillir ici. En effet, cette conférence va faire passer des images que vous pourrez voir sur place, puisque au Château de Fontainebleau, nous présentons l'exposition L'Art de la Fête à la Cour des Valois, qui est présentée dans la salle de la Belle Cheminée. Et si vous aimez les animaux un peu plus tardifs, eh bien, Kawe Kanem, dans l'appartement Mérimée, vous parlera des chiens d'Oudry, et Capturer l'âme, dans le fumoir de Napoléon III, des animaux de Rosa Bonheur. Donc, 3 expositions à voir aujourd'hui. Et puis, nous avons aussi le plaisir d'accueillir Mathieu Deldic. Alors, Mathieu, vous êtes conservateur au musée Condé de Chantilly depuis 6 ans. Auparavant, vous étiez chargé des musées châteaux nationaux au service des musées de France. Vous êtes diplômé de l'université Paris-Sorbonne, de l'École des Chartes et de l'INP. Et vous êtes docteur de l'université de Picardie. Alors, vous avez été commissaire de plusieurs expositions au château de Chantilly, en particulier sur des sujets ayant entré à l'art de la Renaissance. Clouet, Raphaël à Chantilly, Le Maître et ses élèves, La Joconde nue, ou encore l'épanouissement du dessin à la Renaissance. Alors, eh bien, nous avons été quelques-uns à avoir le plaisir de voir l'inauguration de 3 expositions au château de Chantilly, 3 d'un coup. Voilà, c'était formidable. Hier soir, et donc voilà, de la même façon, je vous passe la parole pour que vous évoquiez cette actualité. Oui, bonjour à tous. Le château de Chantilly présente depuis ce matin 10h une exposition qui est consacrée à Albrecht Dürer, et notamment à son art gravé en partenariat exceptionnel avec la Bibliothèque nationale de France. Et dans cette exposition de plus de 200 feuilles, dessins, gravures d'Albrecht Dürer, vous verrez notamment le fameux rhinocéros d'Albrecht Dürer, dont on va parler dans quelques instants. Merci beaucoup, et sans plus tarder, voilà, je vous passe la parole pour cette présentation. Merci à vous de votre présence. Donc vous l'avez compris, il y a un exceptionnel rhinocéros à voir à Chantilly en ce moment. Il y a un exceptionnel éléphant qui trône dans la galerie François Ier depuis le XVIe siècle. Et nous avons décidé aujourd'hui de réunir ces créatures, 2 créatures exotiques, étonnantes, rares, que l'on voit assez peu en Europe, malgré tout, dans les périodes anciennes, et qui sont depuis très longtemps comparées et même d'une certaine manière un peu mises en rivalité. Donc qu'est-ce qu'on sait finalement des éléphants ? Alors le premier témoignage finalement littéraire qu'on en ait, c'est celui de Pline l'Ancien, qui dans l'histoire naturelle décrit l'éléphant comme l'un des animaux les plus importants, l'un des plus intelligents, celui dont l'intelligence se rapproche le plus de l'homme, et qui, comme l'homme, est doué de passion, de désir de gloire, mais aussi de prudence et d'une capacité finalement d'affection pour autrui, de mansuétude, toutes qualités finalement qui sont celles d'un bon souverain. La réputation de l'éléphant est aussi une réputation historique. L'éléphant des guerres anciennes, le Pyrrhus d'Épire qui se présente en 280 avant Jésus-Christ à la bataille d'Héraclée avec 20 éléphants. Puis il y a Alexandre le Grand, il y a les guerres puniques avec Hannibal qui traverse le Rhône et les Alpes avec ses 37 éléphants. Et évidemment, la pièce que vous voyez à l'écran, la pièce de la tenture de Scipion, la tapisserie la plus chère de toute la Renaissance, la tenture la plus chère de toute la Renaissance, eh bien, avec cette fameuse bataille de Zama, avec ces éléphants justement d'Hannibal qui vont être défaits par Scipion. Et cette tapisserie avait été réalisée d'après des dessins de Giulio Romano qui verra un vrai éléphant. Alors qu'est-ce qu'on a vu comme véritable éléphant ? Parce que la connaissance qu'on en a à la Renaissance,
début de la Renaissance, c'est à travers les bestiaires, les physiologus, tout ce genre de textes qui dérivent d'une interprétation finalement de textes de l'Antiquité et donc d'une connaissance très stylisée, un peu mystifiée finalement de l'éléphant. Alors, il y a un premier éléphant qui arrive en Europe autour de 800, un cadeau du sultan Haroun al-Rachid à Charlemagne, l'éléphant Abou Labas, dont on n'a évidemment pas de témoignage illustré, mais on sait que cet éléphant était très important pour Charlemagne. Et puis, un peu plus tard, en 1255, eh bien, la tradition finalement de s'offrir des éléphants comme cadeau diplomatique, ça s'est un peu perdu aujourd'hui, cette tradition. Eh bien, cette tradition commence à être importante et Saint-Louis offre au roi Henri III d'Angleterre un éléphant qui va être gardé à la Tour de Londres et puis qui va évidemment attirer la curiosité des Londoniens qui vont venir à la Tour de Londres pour revoir cet éléphant, décrire cet éléphant et même parfois dessiner cet éléphant. Et vous avez ici un dessin de Matthew Paris pris donc à la Tour de Londres et qui est très intéressant parce que c'est la première fois finalement qu'un artiste veut montrer la proportion de l'éléphant. Vous le savez, c'est une grosse bête et donc vous avez le Magister Bestiae, Henri de Flore, qui s'occupe de l'éléphant, qui est en train de le nourrir par la trompe, comme vous pouvez le voir. Et en fait, la petite légende que vous voyez entre les pattes de l'éléphant indique que en voyant le maître de cet éléphant et l'éléphant, vous vous rendez compte finalement de l'échelle de l'animal. Un peu plus tard, le roi du Portugal, Jean II, va offrir à l'empereur Frédéric III un éléphant d'Afrique qui va faire une première tournée. Vous allez voir qu'il va être question à de nombreuses reprises de grandes tournées de pachydermes en Europe. Éléphant qui va être exposé à Francfort, sans doute aussi à Cologne, et qui va être très probablement celui qui va servir de modèle à Martin Schongauer pour sa gravure d'éléphant. Néanmoins, Schongauer stylise lui aussi et mélange finalement la vue d'un véritable éléphant et la tradition ancestrale qui dérive des traditions indiennes de l'éléphant portant sur son dos à l'origine le hoda, une sorte de tente dans laquelle pouvaient se placer des personnages, des grands dignitaires qui étaient promenés finalement à dos d'éléphant et puis qui est progressivement transformé en une sorte de petit château. Pensez à Londres, à la station Elephant and Castle, vous avez cette représentation du château sur l'éléphant qui est très très importante et qui va vraiment traverser l'histoire. Et donc vous avez un mélange finalement de la tradition historique du château sur le dos de l'éléphant et d'un éléphant qu'on voit finalement véritablement en Allemagne à cette époque. Et puis on arrive finalement au début du XVIe siècle et là arrive le renouveau de goût pour l'iconologie, c'est-à-dire une sorte de volonté de compiler, de rassembler des textes anciens pour déchiffrer le monde et ses symboles, pour donner un sens à chacune des créatures, que symbolise l'éléphant, quels sont finalement ses super pouvoirs. Donc vous avez les emblèmes d'André Alcia, les Hieroglyphica de Valeriano ou l'iconologia de Cesare Ripa qui vont à tour de rôle donner des sens supplémentaires, de nouveaux outils pour comprendre finalement ce que symbolise l'éléphant. Ce sont des véritables manuels finalement encyclopédiques pour quelque part lire entre les lignes du monde des animaux et parvenir à une connaissance symbolique du vivant. Et dans les Hieroglyphica, eh bien, vous avez une description de l'éléphant, vous avez même plusieurs représentations de l'éléphant que vous voyez ici. Donc, il est à la fois représenté comme un animal doué de piété. Alors, lui, il est très pieux devant la lune, vous le voyez sur une des images. C'est aussi un roi, donc il est représenté comme un César. On le voit aussi se battre contre le rhinocéros. On y reviendra puisqu'ils sont rivaux. Et puis donc cette dimension finalement régalienne de l'éléphant, une sorte de roi des animaux, qui a même une devise, toute mon espérance gît en moi, il peut se débrouiller seul, il sait aussi gérer une troupe, eh bien fait de l'éléphant un modèle parfait pour la figure du roi et la figure du roi triomphal. Et là, se mélange finalement l'histoire à travers Pline, l'iconologie, et puis l'histoire telle qu'elle s'est vraiment produite avec les triomphes romains, les triomphes qui impliquaient des éléphants tirant les souverains dans des chars. Et entre 1486 et 1492, Andrea Mantegna va peindre pour Frédéric Ier Gonzague à Mantoue une série de triomphes, des peintures représentant les triomphes de César, et l'une de ces peintures montre un cortège d'éléphants richement harnachés, et cette image qui va être gravée très très tôt, dans l'atelier même de Mantegna, il y aura une version gravée de cette image, elle va donc se diffuser en Europe et elle va servir finalement de source d'inspiration pour l'éléphant triomphal pendant toute la Renaissance.
Autre source d'inspiration très importante, c'est le Songe de Polyphile, une sorte de best-seller de la Renaissance, qui est publié pour la première fois en Italie en 1499, mais qui va connaître des traductions dans toutes les langues très rapidement dans le XVIe siècle. Et donc c'est l'histoire de Polyphile qui recherche désespérément Polia, Polyphile, et sur son chemin, il traverse des jardins féeriques merveilleux, des ruines antiques, des temples, et puis il croise également un grand éléphant de pierre noire, étincelé de paillettes d'or et d'argent, évidemment ça me plaît beaucoup, en manière de poudre semée par-dessus. Et sur le dos de cet éléphant, il y a un obélisque très grand, avec sur 3 des faces de l'obélisque des hiéroglyphes, et sur la 4e face, une porte pour pénétrer dans le hiéroglyphe et déchiffrer le sens de cet éléphant. Mais je ne vous en dis pas plus, c'est important de lire le Songe de Polyphile. Donc au début du XVIe siècle, finalement, il y a plusieurs traditions éléphantesques qui se croisent. La tradition antique qui a inspiré les bestiaires et les physiologus et qui ont servi pendant tout le Moyen-Âge. Il y a l'histoire, l'importance de la redécouverte de l'histoire antique, donc les éléphants de Jules César, d'Hannibal, d'Alexandre le Grand. Et puis il y a cette tradition littéraire avec le Songe de Polyphile. Et au même moment, eh bien, on voit arriver de véritables éléphants. Effectivement, à l'occasion de l'élection de Léon X au trône de Saint-Pierre, le roi Manuel Ier du Portugal, qui souhaite être dans les bonnes grâces du Vatican, va lui envoyer une ambassade. Tous les pays vont envoyer à ce moment-là au pape une ambassade dirigée par un navigateur, Tristrao d'Acunha, avec un ensemble de cadeaux absolument exceptionnels, donc un singe, 2 léopards, des perroquets et un jeune éléphant blanc qui avait récemment été rapporté d'Inde, un éléphant qui avait été éduqué à Lisbonne et qui avait appris à faire moult facéties, répondre aux ordres, danser au son de la flûte, et qui est toujours accompagné de son cornac, son mahout, son guide, que vous voyez ici. Alors cet éléphant qui va s'appeler Anno et qui va donc après être installé à Rome, va faire une longue route en bateau depuis le Portugal jusqu'à Rome, et il est accueilli avec un enthousiasme démentiel par le pape qui en fait vraiment son chien de compagnie. L'éléphant se voit construire un enclos spécifique dans la cour du Belvédère. Au départ, il devait garder les poules, et puis finalement on se dit qu'on veut que l'éléphant ait son indépendance, donc on vire les poules pour que l'éléphant soit tranquille et tout seul. Et le pape accepte même que chaque dimanche, le peuple romain puisse rendre visite à cet éléphant. Il y a une nouvelle charge, la charge du gardien de l'éléphant, qui est donnée à Battista Brancogno, qui se voit offrir un palais absolument superbe à Rome. Donc voilà, c'est une charge importante à la cour que de garder un éléphant. C'est un travail bien payé. Et il doit veiller à ce que l'éléphant se nourrisse bien, à ce qu'il soit en forme. Et le pape est très jaloux de cet éléphant. Son neveu, qu'il aime beaucoup, Laurent de Médicis, demande au pape s'il serait possible d'emprunter Anno pour les fêtes de la Saint-Jean à Florence, une année après, en 1514 ou 1515, et pour le mettre en scène l'éléphant au sein de la ville de Florence. Alors le pape est ennuyé, mais finit par refuser, parce que les pieds de Anno sont un petit peu fragiles. Et il ne voudrait pas que l'éléphant s'engourdisse trop ou ne soit trop endolori. Donc finalement, il dit que c'est pas possible, on ne peut pas prendre ce risque. Mais on aurait pu s'organiser en amont et créer une plateforme sur laquelle on aurait pu placer Anno, on aurait pu faire rouler Anno finalement de Rome à Florence. Bon, tout ça ne se fait pas, et finalement, à la place, le pape donne à Laurent 2 loups. Bon, voilà. Cet éléphant est très admiré par les artistes de Rome. En témoignent un certain nombre de dessins, et notamment ce dessin qui a été attribué à Raphaël, qu'on attribue maintenant à l'entourage de Raphaël, et où l'on voit cet éléphant dont on reconnaît la volonté qu'a eu l'artiste de représenter les caractéristiques finalement de cette bête. Donc vous avez une sorte de rides qui sont comme ça sur sa peau, la trompe, les petites oreilles, et puis son cornac qui est monté sur son dos. Et en fait, à plusieurs reprises, l'éléphant va être montré dans Rome à des occasions très importantes. Léon X, c'est un pape de fête et de plaisir, et Anno va être le protagoniste d'une fête délirante, une fête romaine, la Cosmalia. C'est le moment où à Rome, on fête les saints médicéens. Et finalement, le poète, une sorte de pitre un peu de la cour, Baraballo, va être couronné par le pape et couronné à dos d'éléphant. Et en fait, on garde le souvenir de ce couronnement du poète sur l'un des détails de la porte qui mène de la chambre de la signature à la chambre d'Héliodore au Vatican. Donc sur cette porte en intarsiale, en marqueterie, c'est le petit compartiment que vous voyez en haut à droite. Donc c'est assez amusant.
Par la suite, eh bien d'autres fêtes ont impliqué la présence de ce cher anneau, notamment le mariage de Giuliano de Médicis et de Philibert de Savoie. Mais là, la fête va en fait assez mal tourner. Donc c'est en 1515. Donc on fait cette fois porter à l'éléphant une tour, avec à l'intérieur de cette tour des hommes armés. Et malheureusement, il y a beaucoup de monde à Rome. Les hommes armés, ça pèse quand même assez lourd sur le dos de l'éléphant. Il y a beaucoup de bruit. L'éléphant se stresse. Et donc sur son parcours à travers la ville de Rome, il commence à s'angoisser et il va renverser la tour qui va tomber dans le Tibre. Il y a 13 morts et donc drame absolu. Et ce dessin de Giulio Romano, conservé à Oxford, en fait, est une sorte de témoignage de cette fête ratée, puisque vous avez sur la partie gauche du dessin, en fait, la tour qui est en train de tomber du dos de l'éléphant. Donc voilà, triste histoire, fête ratée et très très beau témoignage de Giulio Romano. Et puis voilà, finalement, l'éléphant va gagner l'esprit artistique. Et vous avez ici, dans les loges de Léon X au Vatican, eh bien, une fresque représentant la création des animaux où vous avez un éléphant, un petit stuc de Giovanni da Udine dans la même loge représentant un éléphant avec le cornac sur son dos. À la Villa Madame, conçue pour le futur pape Clément VII, Giulio di Medici, Giovanni da Udine crée une fontaine extraordinaire avec comme ça un grand éléphant. Et puis ça se diffuse, ça va jusqu'à Mantoue. Isabelle d'Este avait voulu avoir un portrait de Raphaël de l'éléphant anneau. Bon, Raphaël n'a pas eu le temps de faire le portrait de l'éléphant, mais vous avez donc par la suite à Mantoue, dans le palais du Thé, dans la Sala di Psyché, un éléphant qui accompagne le banquet, et dans la chambre à coucher de Frédéric de Gonzague, encore un éléphant avec un petit cornac sur son dos. Et puis, l'éléphant se diffuse sur tous les matériaux. Finalement, vous avez une enluminure ici qui reprend l'idée que l'éléphant est plus fort que le péché. C'est pour ça que vous avez ce serpent du péché qui s'enroule autour de sa jambe. Mais l'éléphant parvient à dompter cela. Et puis ici, sur la façade du Palazzo Fantuzzi à Bologne, vous avez cet éléphant encore portant une tour. Dans les jardins de Beaumarzo, encore un éléphant d'Hannibal qui est en train de renverser un soldat. Et puis, ça vient jusqu'à Fontainebleau. On n'est jamais très loin de l'Italie à Fontainebleau, avec l'éléphant de la Galerie François Ier, incarnation véritablement du roi de France, qui porte sur sa selle le F de François Ier, la salamandre, le panache, et qu'on retrouve aussi en stuc. Et puis l'éléphant est également un animal de fête. Et vous voyez ici, pour l'entrée d'Henri II à Rouen en 1550, manuscrit que vous pouvez retrouver dans l'exposition, un char tiré par des éléphants. Alors ce ne sont pas de vrais éléphants, ce sont des chevaux déguisés en éléphants, mais d'après un témoin, les éléphants étaient si bien faits, si bien contrefaits, qu'on pensait vraiment que c'était des éléphants réels. Donc ça a grandement impressionné. Éléphant de fête, comme je vous disais, avec cette pièce de la tenture des Valois. 3 autres pièces sont présentées dans l'exposition, où vous avez un éléphant machine, donc là un automate, portant là encore une tour sur son dos, et entouré de combattants qui viennent assaillir cet animal exotique. Et puis, on arrive finalement à la fin du siècle avec l'entrée d'Henri IV en Avignon, où là encore, de faux éléphants tirent un char, et l'éléphant finalement devient un objet phare des arts décoratifs en cette fin de siècle, avec notamment ces horloges automates, exceptionnelles horloges automates que vous voyez sur la gauche de Piron Brunner, avec les yeux de l'éléphant qui pouvaient rouler grâce à un mécanisme dans l'oreille, la trompe qui pouvait se promener de gauche à droite, et puis avec un autre mécanisme, le petit cornac monté dessus donnait des petits coups de trident à l'éléphant, pendant que les autres personnages en haut tournait autour du chemin de ronde. Et on arrive toujours en Italie au bout du siècle, à Sabionetta, dans cette sorte de ville idéale imaginée par Vespasiano Gonzague. Et dans le studio d'études de Vespasiano Gonzague, au plafond, vous avez de nombreuses créatures, et notamment un éléphant qui fait face à une autre créature mythique qui va vous être présentée maintenant. Alors passons au rhinocéros. Vous avez compris, et vous voyez notamment avec cette histoire naturelle de Pline l'Ancien, que en fait, dès l'Antiquité, on va opposer ces deux grands pachydermes de la création, que sont le rhinocéros et l'éléphant. Et c'est ce que dit ici le texte, que le rhinocéros qui porte une corne sur le nez, c'est le second ennemi naturel de l'éléphant. Il aiguise sa corne contre les rochers, se prépare au combat, et il cherche ainsi surtout à atteindre le ventre, qui sait être la partie la plus vulnérable, notamment celle de l'éléphant. Il est aussi long que l'éléphant, donc toujours cette comparaison, il a les jambes beaucoup plus courtes, il a la couleur du buis. Et justement, on va retrouver à la Renaissance cette opposition, cette rivalité entre ces deux grands pachydermes. Et c'est ce que vous voyez ici dans cet arc triomphal des années 1563-1566 à Francfort. C'est l'empereur Maximilien pour son entrée impériale. Et on voit justement au pied de
cet arc de triomphe, d'une part l'éléphant, d'autre part le rhinocéros, en sachant que Maximilien connaissait bien l'éléphant, il en avait récupéré un auprès de son oncle Charles Quint, il avait fait venir devant une longue marche fatigante, épuisante pour cet éléphant depuis Madrid jusqu'à Innsbruck. Et puis, par contre, le rhinocéros était un animal qu'on connaissait beaucoup moins bien, finalement, dans cette Europe de la Renaissance. Un animal un peu mythique, qu'on connaissait par Pline l'Ancien, qu'on connaissait aussi dans les traités d'iconologie, Césarée Ripa, entre autres, hein, qui disent que le rhinocéros est un animal puissant, un animal un peu stupide aussi, c'est ce qui est marqué ici, imbécile, et qui est le grand rival de l'éléphant. Alors, en fait, au XVIe siècle, ça fait près de 12 siècles qu'on n'a pas vu en Europe de rhinocéros. Contrairement à l'éléphant, Oriane en a parlé, hein, durant le Moyen-Âge, il y a eu certains spécimens qui ont été connus en Europe. Ce n'est pas le cas du rhinocéros. Et donc, au XVIe siècle, il y a un premier rhinocéros qui va arriver via le Portugal également, parce que c'est évidemment ce pays qui est d'ailleurs à l'honneur durant ce festival de Fontainebleau, ce pays qui est ouvert vers la mer et ouvert vers les Indes. Et c'est via le Portugal que le premier spécimen de rhinocéros va gagner l'Europe, et donc le premier spécimen depuis 12 siècles. C'est le même roi Manuel Ier, hein, celui qui avait acquis l'éléphant Anneau, qui va, un an plus tard, à vrai dire en 1515, se voir offrir de la part d'Alfonso de Albuquerque, un capitaine portugais, un éléphant qui avait été offert par le roi Muzaffar II de Cambay, donc un roi indien. Et cet animal est arrivé à Lisbonne. Et vous voyez que très vite, ici à la tour de Belém, avec cette superbe architecture manueline, on a identifier et représenter ce rhinocéros indien qui est parvenu au Portugal. Mais le roi du Portugal va tout de suite l'offrir au pape, au même pape Léon X, et il va avoir un trajet en bateau, hein, depuis Lisbonne jusqu'à Rome qui va être prévu. Le rhinocéros va être conduit donc auprès du pape. Il va faire une escale sur l'île d'If, hein, face à Marseille, et François Ier et sa cour vont venir à sa rencontre, voir ce prodige de ce rhinocéros. Et malheureusement, le rhinocéros va périr dans un naufrage au large de La Spezia, en Italie du Nord, et ne va jamais gagner la ménagerie pontificale. Néanmoins, malgré ce drame, hein, le rhinocéros n'a pas pu s'échapper, il était enchaîné dans les soutes de son navire. Ce rhinocéros va devenir un rhinocéros mythique qui va inspirer des artistes, et notamment l'un des plus grands du XVIe siècle, qui est Albrecht Dürer. Albrecht Dürer est un artiste, et vous le verrez dans l'exposition de Chantilly qui vient d'ouvrir, un artiste qui s'intéresse beaucoup à la représentation de la nature, des paysages, des animaux, lorsqu'il les rencontre, mais malheureusement, il n'a jamais rencontré le rhinocéros. Il en a pu en avoir connaissance par des chroniques et des croquis, notamment qui sont adressés par Valentin Ferdinand, qui est un éditeur et un imprimeur de Moravie, qui est installé à Lisbonne et qui va envoyer une chronique et des croquis à la guilde des marchands de Nuremberg, donc Nuremberg, ville dans laquelle est actif Dürer. Et donc Dürer va s'en inspirer pour créer cette formidable gravure sur bois, dont on a ici un exemplaire, hein, qui est connu par de multiples exemplaires. Vous verrez celui de la Bibliothèque nationale de France à Chantilly. Et donc ici, vous avez une gravure extrêmement puissante, monumentale. Vous avez un animal justement qui remplit quasiment toute la feuille, hein. Il n'y a vraiment pas d'autre espace pour vraiment faire ressentir ses dimensions. Et Dürer, qui n'a jamais vu de rhinocéros, en fait, va créer ici une sorte de monstre qui renvoie un peu à cette mythologie médiévale, hein. Le rhinocéros était comparé au monocéros, qui était la licorne, et on voit d'ailleurs sur le dos ici de ce rhinocéros une petite pointe, une sorte de petite dent de narval, une petite corne de licorne, qui n'a vraiment rien de naturaliste. Il dépeint le rhinocéros, ou il grave le rhinocéros comme une sorte d'animal en armure,
Et là, on voit tout le lien de Dürer avec les armuriers de Nuremberg, notamment. Donc, il n'est pas tout à fait naturaliste. Et au-dessus de sa gravure, il y a quelques lignes dont je vous livre rapidement la traduction française. Alors, ça dit « En l'année 1513 », en fait, c'est 1515, il y a une erreur déjà, après la naissance du Christ. On importa de l'Inde à Emmanuel, le grand et puissant roi du Portugal, cet animal vivant. Il l'appelle rhinocéros, parce que c'était un nom antique qu'on avait retrouvé. Il est représenté ici dans sa forme complète. Il a la couleur d'une tortue tachetée, d'où toutes les petites taches que vous voyez. Il est presque entièrement couvert d'épaisses écailles. Il est de la taille d'un éléphant, donc vous voyez, là aussi, on reprend la comparaison, mais il est plus bas sur ses jambes, il est presque invulnérable. Il a la corne forte et pointue sur le nez, qu'il se met à aiguiser chaque fois qu'il se trouve près d'une pierre. Le stupide animal, donc vous voyez, on retrouve aussi cette caractéristique, est l'ennemi mortel de l'éléphant. Donc vous voyez qu'il a repris Pline l'Ancien, là aussi. Celui-ci le craint terriblement, car lorsqu'ils s'affrontent, le rhinocéros court la tête baissée entre ses pattes avant et éventre fatalement son adversaire, incapable de se défendre. Donc là aussi, Pline l'Ancien, on retrouve cette histoire du ventre vulnérable. Face à un animal si bien armé, l'éléphant ne peut rien faire. Ils disent aussi que le rhinocéros est rapide, vif et intelligent. Et en fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que déjà, Manuel Ier, lorsqu'il avait récupéré l'éléphant, avait imaginé une sorte de combat entre l'éléphant et le rhinocéros, un peu dans la tradition antique, et il a voulu se faire affronter le rhinocéros et l'éléphant, et en fait, l'éléphant s'est enfui. Et face au rhinocéros, il a eu peur, il s'est enfui dans son tombeau. Donc finalement, cette tradition antique a été vérifiée au XVIe siècle. Donc on revient à Brecht-Dürer, donc une gravure qui n'est pas du tout naturaliste, mais qui va avoir une fortune extraordinaire, qui va être évidemment gravée à imprimée à de multiples reprises. Et en fait, jusqu'au XVIIIe siècle, lorsqu'on va vouloir représenter un éléphant, on va reprendre la gravure d'Albrecht-Dürer, et c'est ce qu'on va voir. Cette gravure avait été préparée par un dessin qui est aujourd'hui au British Museum d'Albrecht-Dürer, vous voyez, avec la date, avec ce nom, avec ces inscriptions. Il faut savoir aussi que d'autres artistes, notamment allemands, au même moment ont représenté un éléphant, et notamment Birkmayer, un rhinocéros, pardon, notamment Birkmayer, qui, dans cette gravure, a représenté de façon un peu plus naturaliste, il faut dire, l'éléphant, mais c'est une gravure qui n'aura un rhinocéros, vous me corrigerez, et c'est un rhinocéros qui est beaucoup plus naturaliste, mais qui n'aura pas du tout la fortune de celui de Dürer. En fait, on ne connaît qu'un seul exemplaire de cette gravure, elle est aujourd'hui à l'Albertina, et donc c'est l'aura de Dürer, c'est finalement aussi sa grande efficacité artistique qui va vraiment modeler le regard européen sur cet animal jusqu'au XVIIIe siècle. Et donc, bien au-delà des frontières de l'Allemagne, on va reprendre ces descriptions ici avec Francesco Granacci. Vous voyez, on est vers 1515. C'est vraiment lorsque le rhinocéros gagne les côtes européennes qu'on insère cet animal dans le paysage à l'arrière-plan de ce tableau. On a les princes européens aussi qui s'en inspirent, comme ici Alexandre de Médicis, qui est le demi-frère adultérin de Catherine de Médicis, qui est mort très jeune, assassiné par Lorenzino de Médicis, comme vous le savez, et qui ici a repris dans son emblématique l'éléphant, le rhinocéros, pardon, le rhinocéros qui est ici avec sa devise en catalan qui dit « Je reviens pour vaincre ». Donc toujours aussi cette idée du rhinocéros qui est vainqueur de l'éléphant et donc qui domine le monde animal. Chez Polyphile aussi, et ensuite dans ces entrées royales de la Renaissance qui sont mises en valeur ici dans la superbe exposition de Fontainebleau, on va mettre en regard l'éléphant et le rhinocéros. Et le rhinocéros, tout comme l'éléphant de Polyphile, va porter sur son dos un obélisque. Mais vous voyez que c'est vraiment l'iconographie durérienne qui est reprise, y compris
en France. Et là, c'est sans doute Jean Goujon, ce sculpteur fameux du milieu du XVIe siècle français, qui en a repris le dessin. Et la gravure de Dürer va être rééditée. Ici, on est vers 1620 en Hollande, avec ici cette technique de tirage en plusieurs couleurs, pour mettre en valeur cette carapace, cette quasi-armure, hein, ce côté étincelant qui reflète la lumière de ce rhinocéros. Alors il y aura un deuxième rhinocéros au XVIe siècle qui va gagner les côtes européennes, un rhinocéros indien également, c'est Abada. C'est une femelle sans doute qui débarque à Lisbonne, toujours en 1577, et qui va gagner la ménagerie du roi Sébastien Ier de Portugal. Donc on a toujours nos deux thèmes de l'animal et du Portugal qui se rejoignent. Sébastien Ier qui était le roi fou, et ensuite qui meurt très vite, et c'est ensuite Henri Ier qui va récupérer cet animal. Et ensuite, lorsque l'union des couronnes de Portugal et d'Espagne va être effective sous Philippe II d'Espagne, Abada va gagner la ménagerie de la Casa de Campo, près de Madrid, où Philippe II, qui est un roi un peu cruel parfois, va un peu martyriser cette pauvre Abada. On va lui couper les cornes, on va à un moment donné quasiment lui crever les yeux, parce qu'en fait, elle avait rué contre un chariot qui comportait tous les grands d'Espagne. Donc une pauvre bête qui a été exposée à l'Escorial, qui a été présentée aux ambassadeurs. Donc évidemment, c'était aussi un outil de puissance, hein, tout comme l'éléphant tout à l'heure. Et cette pauvre bête est morte vers 1588. Et ici, c'est Philippe Gall qui l'a gravée en 1586, peu de temps avant sa mort. Mais finalement, c'est l'animal de Dürer qui va avoir le plus de fortune. On va y revenir. Et à ce moment-là, au XVIe siècle, on va à nouveau mettre en valeur la rivalité entre les deux animaux, comme vous voyez sur cette gravure. Et parce que l'éléphant va retrouver un renouveau après Anneau. Et là, je repasse la parole à Oriane. Merci Mathieu. Et que d'applaudissements. Et Philippe II avait également un éléphant. Dans cette même ménagerie qui lui avait été offerte par le nouveau vice-roi des Indes. Et cet éléphant attire bien des jalousies. Lui aussi n'est pas très bien traité par Philippe II, mais il s'attire bien des jalousies. Et l'empereur Rodolphe II désire avoir cet éléphant, donc à Prague. Il demande à récupérer cet éléphant. Philippe II d'Espagne refuse, mais finalement, à force de mauvais traitements, de même, cet éléphant meurt. Mais la grande charité de Philippe II d'Espagne fait qu'on enlève les défenses et les molaires de l'éléphant et qu'on les envoie à Rodolphe II en 1603. Voilà, les éléphants et les rhinocéros sont en effet connus des fins un peu tristes, à l'image d'Ansken. Ansken, c'est un autre éléphant star de l'époque moderne. Alors c'est un éléphant qui est rapporté par la Compagnie des Indes à Amsterdam. C'est une éléphante blanche albinos qui est destinée en fait à Guillaume d'Orange et qui va faire le tour de l'Europe et surtout une grande tournée aux Pays-Bas. Elle va aller à Amsterdam, à Leipzig, à Cologne. Elle va ensuite aller en France, à Rome, à Florence, et vous allez voir, elle va mourir à Florence. Alors Hansken, c'est véritablement l'animal de cirque, hein, et vous avez cette gravure néerlandaise qui montre tous les tours, toutes les choses que Hansken est capable de faire, les jeux avec sa trompe, voilà, toutes les facéties qu'elle est capable de faire. Donc elle aussi, Hansken va attirer la curiosité de bien des artistes, et parmi eux Rembrandt, qui va dessiner en fait plusieurs fois Hansken, une première fois lors de la première tournée dans les années 1638 par là, et puis une deuxième fois avec d'autres dessins plus tardifs, et Hansken, on voit qu'elle commence à être un petit peu fatiguée de tous ces tours européens, et la pauvre, elle a l'air plus malheureuse sur les dessins suivants de Rembrandt. Donc Hansken avait fait un tour par Paris, hein, Louis XIV avait une impressionnante ménagerie au château de Versailles, et Hansken va faire un tour par là également.
Et elle va également être pour Rembrandt une source d'inspiration, puisqu'il la place dans le fond de sa gravure représentant Adam et Ève. Et au terme, Hansken, de son voyage européen, eh bien, épuisée de fatigue, elle va s'effondrer à Florence en 1655. Et ce dessin de Stefano della Bella eh bien, représente, il a sans doute assisté, si ce n'est à ce moment, ou du moins un peu de temps après, à la mort d'Hansken, épuisé à Florence. Bon, vous me direz que c'est un beau lieu pour finir ses jours, mais enfin, c'est quand même un triste destin. C'est-à-dire que Hanno, l'éléphant du pape, avait également une fin un peu difficile. Pourtant, il était très bien traité. Hein. On lui donnait 80 livres de pain, 20 litres de bière. Donc, il était très, très bien traité. Et en fait, pour être trivial, Hanno a ensuite souffert de problèmes de constipation. Donc, on a voulu traiter la constipation d'Hanno à partir d'un laxatif très puissant mêlé à de l'or. Et donc, évidemment, Hanno a fait une intoxication au plomb et à l'or. Donc, c'est comme ça qu'il a fini ses jours. Voilà, Sic transit gloria elephantis. Alors, nous arrivons ensuite en France avec la gloire des ménageries et vous avez ici eh bien, les deux éléphants successifs qui ont occupé la ménagerie de Versailles. La ménagerie, c'est un symbole de puissance. Hein. C'est la capacité pour un souverain à posséder les spécimens les plus rares, à rassembler la création finalement dans l'enclos royal. Et eh bien, notre ami Louis XIV va se faire offrir un éléphant d'Afrique dont vous avez le squelette qui était présenté dans l'exposition Animaux du Roi à Versailles. Éléphant qui va inspirer les artistes, qui va inspirer Nicolas Poussin sur ce tableau qui a appartenu à Cassiano del Pozzo, qui a inspiré Peter Boulle ou Charles Lebrun, qui viennent à la ménagerie, qui vont dessiner l'éléphant de Louis XIV. Et puis également, évidemment, Charles Lebrun, lors de la grande histoire d'Alexandre le Grand destinée à être tissée, bien là aussi, les éléphants, que ce soit pour la bataille contre Porus ou l'entrée dans Babylone, bien, sont inspirés de cet éléphant de la ménagerie de Louis XIV. Et puis, il y a un deuxième éléphant qui arrive à la cour un peu plus tard et qui est également un phénomène et dont vous avez ici finalement la taxidermie qui est conservée à Turin, qui était présentée dans l'exposition Animaux du Roi également. Puis l'éléphant est un objet de fête et de réflexion. Vous avez ici les plaisirs de l'île enchantée, donc le ballet du cortège des saisons donné à Versailles le 5 mai 1664, et vous trouvez sur cette gravure d'Israël Sylvestre un éléphant, mais c'est juste quelques années avant que l'éléphant de Louis XIV arrive à la cour, donc c'est probablement là encore un éléphant mécanique et très imaginaire. L'éléphant appartient également au monde de la fable, donc là on rejoint finalement ce monde du physiologus, du bestiaire et du lien entre l'éléphant et l'homme. L'éléphant est celui qui est le plus proche de l'homme, avec la fable du rat et de l'éléphant, avec un rat qui refuse de croire, pour son plus grand péril et pour sa fin prochaine, à la victoire de l'éléphant. L'éléphant, toujours, créature exotique, dans les chasses, avec ces chasses, vous savez, l'autruche, le crocodile et puis l'éléphant, qui est conservé au musée de Picardie à Amiens, où là aussi, on se passionne pour cette créature, et puis qui reste une figure architecturale assez mythique, avec ce célèbre éléphant que vous connaissez tous, qui orne la place de la Minerva à Rome, devant l'église Santa Maria sopra Minerva. Et en fait, l'histoire de cet éléphant est assez amusante. Il y a un premier projet du Bernin dans les années 1630 de créer un éléphant dans le jardin du palais Barberini, à l'époque pour le pape Urbain VIII. Et finalement, ce projet n'a pas lieu, l'éléphant n'est pas créé, mais en faisant des fouilles à Santa Maria sopra Minerva, on trouve un obélisque sous la place. Et pour le pape suivant, Alexandre VII, eh bien, on devrait faire quelque chose de cet obélisque. Eh bien, on va reprendre finalement le songe de Polyphile, et le Bernin va construire avec Ercole Ferrata un éléphant portant un obélisque sur son dos avec l'emblème des Chigi. C'est un pape Chigi qui a remplacé Urbain VIII. Et donc vous avez cet éléphant qui trône sur l'église de la Minerve. Et ici, devant l'église de la Minerve. Et ici, vous avez le projet préparatoire du Bernin pour l'éléphant Barberini. Vous avez en fait des petites abeilles qu'on voit mal en haut de l'obélisque. Et vous avez par la suite la transformation de cette idée, de ce concept, 30 ans plus tard, pour Alexandre VII devant l'église Santa Maria sopra Minerva. Et puis toujours pour tirer le fil de la fête, qui comme vous le savez est importante, c'est pendant les 3 mois dans lesquels nous sommes à Fontainebleau, le Bernin aussi a réalisé des idées de projets de fête impliquant des éléphants. Pour une fête en 1651 pour le baptême de l'infante d'Espagne à Rome, il crée une sorte de machine de feu d'artifice en forme d'éléphant. Vous aviez des feux qui sortaient de la tour sur le dos de l'éléphant, montrant bien que cet animal restait encore véritablement dans tous les esprits.
Alors parallèlement, on est arrivé au début du XVIIIe siècle, vous avez suivi le cours de l'histoire. On voit quand même toujours moins de rhinocéros que d'éléphants en Europe. C'est plus difficile à domestiquer aussi, hein, donc c'est peut-être bien normal. Et donc le rhinocéros de Dürer finalement a une fortune jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'au début du XVIIIe siècle, comme vous voyez dans cette gravure vers 1730. Et finalement, c'est un autre rhinocéros star, le deuxième, je dois dire, qui va bouleverser les arts décoratifs avec une vision beaucoup plus naturaliste. C'est Clara, Madame Clara. Clara est une rhinocéros femelle d'Inde. C'est le 5e rhinocéros vivant à parvenir en Europe, dans l'Europe moderne depuis le XVIe siècle, hein, mais ça va être vraiment, après celui de Dürer, celle qui va véritablement marquer les esprits, et elle va gagner une célébrité internationale grâce à des tournées dignes de Mylène Farmer. Vous verrez, pendant des années et des années, on va la faire tourner en Europe. Alors Clara, en fait, a été domestiquée très jeune, en 1738. En fait, c'est une orpheline, et elle a été tuée. Enfin, sa mère a été tuée par des chasseurs. Vous voyez, c'est comme Bambi. Et elle a été adoptée par le directeur de la compagnie néerlandaise des Indes orientales, qui l'a appelée Clara, qui l'a domestiquée, et donc elle n'a pas du tout peur de l'homme. Elle est apprivoisée, elle circule dans la maison de son maître en Inde, et en 1740, on la vend à un capitaine qui s'appelle Douwe-Mout van der Meer, qui est un commandant qui la ramène en Europe. Elle débarque à Rotterdam le 22 juillet 1741 et elle va être immédiatement exposée au public. Il y aura des exhibitions payantes qui va permettre la fortune de ces différents maîtres. Et ça va être un succès international, européen. On va lui construire un véhicule spécial, une sorte de chariot tiré par 8 chevaux, et une tournée extraordinaire qui va commencer à Bruxelles, ensuite ça va être à Hambourg, Hanovre, Berlin. Elle va rencontrer Frédéric de Saxe, elle va rencontrer Marie-Thérèse d'Autriche, enfin c'est plutôt Marie-Thérèse qui va la rencontrer. Ensuite ça va être Munich, Ratisbonne, Dresde, avec Auguste III de Saxe, et on retenait ça parce que ça va avoir beaucoup d'importance dans les arts décoratifs, pour la manufacture de Meissen. Ensuite Kassel, Bavière, Stuttgart, Bâle, Zurich, Berne, Würzburg, et ensuite la France. À la cour de Louis XV, en décembre 1748, elle arrive à Reims, et en janvier 1749, elle est accueillie à Louis XV, à la ménagerie royale de Versailles, où elle va passer un petit moment avant d'être exposée pendant 5 mois à Paris, à la foire de Saint-Germain, dans une sorte de baraque, avec un succès prodigieux qui va confiner au délire, une sorte de rhinomania qui va naître, où on va se coiffer à la rhinocéros, il y aura des bijoux à la rhinocéros, voilà, des chansons, des livres, des épigrammes, des perruques. Donc tout le monde s'entiche de cet animal. Et notamment les artistes, comme vous le voyez, les artistes anglais, parce qu'elle va être ensuite aussi présentée au roi George d'Angleterre, et puis les artistes français, et notamment Jean-Baptiste Oudry, qui est actuellement mis à l'honneur, mais pour les chiens en ce moment à Fontainebleau, qui va ici produire une étude sur papier bleu extraordinaire d'un rhinocéros hollandais, donc de Clara, en 1748, et qui va peindre cette immense toile de plus de 4 mètres de long, donc monumentale, qui est aujourd'hui à Schwerin, de cette Clara en 1749. Alors Clara va même faire le carnaval de Venise en 1751. On va l'emmener à Venise, et vous voyez que, alors on lui a coupé la corne à un moment donné pour des raisons de sécurité, et les Vénitiens de toute catégorie sociale vont venir la visiter. C'est ce qu'on voit ici avec ces toiles de Pietro Longhi, notamment celle-ci qui est à Londres. Il y en a plusieurs, vous en avez d'autres ici, où on voit que c'est un véritable objet de curiosité. Toute la société vient voir Clara Conchois. Elle est abreuvée par beaucoup d'eau, comme vous le voyez ici. On lui donne du pain, des peaux d'orange, du foin et de la paille, du blé. C'est ce qu'on voit d'ailleurs ici. On voit des petits pains et on voit de la paille. Et puis on lui donne aussi de la bière, un peu comme les animaux. Elle était hollandaise, hein, comme vous avez compris, donc elle a été élevée très très rapidement avec de la bière.
D'autres rhinocéros suivront, comme vous voyez, les rhinocéros de la ménagerie, ici à Versailles. Et puis, dans les arts décoratifs, finalement, du XVIIIe siècle, il y aura toute une vogue. Ça va être des cartons, notamment dus à des portes. Et puis, en porcelaine. Parce que finalement, on va vouloir avoir chez soi un rhinocéros ou un éléphant, des sortes de souvenirs de ces rhinomania ou éléphantomania qu'on va trouver, alors ici, en porcelaine de Chantilly à gauche et en porcelaine... à gauche et à droite, alors avec des éléphants ici qui ne sont pas tout à fait naturels. Hein. Vous avez à droite un petit éléphant qui est en porcelaine de Chantilly des années 1740, qui est conservé au musée des arts décoratifs, où elle a des sourcils un peu comme François Fillon. C'est pas tout à fait, naturaliste. Et puis à Meissen, je vous le disais, on va beaucoup s'intéresser à ces animaux. Qui, là aussi, en fait, vous savez, là, en porcelaine, on veut capturer tous les animaux de la création, et donc évidemment les plus grands. Alors là, c'est des tout petits animaux, des tout petits exemplaires qui sont produits. Ça fait 13 cm, comme vous voyez, donc c'est pour le marché, les amateurs. Et puis, les premiers grands animaux en Meissen qui vont reproduire et représenter des éléphants vont d'abord, des rhinocéros, vont d'abord... illustrer et s'inspirer de la gravure de Dürer, vous voyez, avant que Clara soit connue à Dresde. Et donc on retrouve la petite dent de narval sur le dos, cette carapace quasiment en armure. C'est Joachim Kandler, qui est le grand sculpteur de la porcelaine de Meissen dans les années 1730, qui va produire des rhinocéros formidables en porcelaine dure de Meissen, avant que Clara ne soit connue à la cour de Dresde, ne soit reçue par Auguste III de Saxe, et que Kandler notamment produise des rhinocéros de toute taille à la manufacture de Meissen, beaucoup plus naturalistes que les rhinocéros de Dürer. Et là, cette mania, cette vogue dans les arts décoratifs va être prodigieuse, et notamment on aura ces petites statuettes produites à Meissen d'éléphants et de rhinocéros qui vont être importées à Paris par les marchands merciers et montées en pendule, en candélabre, en écritoire, etc., à l'aide d'orfèvres de Parisiens, hein, notamment. Donc des objets montés selon le goût français, hein, qui sont dotés de fleurs en porcelaine tendre de Vincennes, et comme vous le voyez ici, hein, et qui font appel à l'éléphant, au rhinocéros. Ici, ce sont deux pièces que nous avions exposées l'année dernière à Chantilly dans notre exposition sur les porcelaines de Meissen et de Chantilly. Et vous voyez que ces éléphants et ces rhinocéros sont forcément liés à l'exotisme, à cette vogue pour l'exotisme, pour la chinoiserie, pour la turquerie, qui accourt dans cette première moitié du XVIIIe siècle. Et vous avez ces sultans qui surmontent ces animaux. Donc quelques exemplaires, vous voyez la grande créativité des marchands merciers parisiens qui utilisent les éléphants, les rhinocéros pour monter de formidables objets d'art décoratifs, tous différents, comme vous le voyez, avec une grande inventivité. On a aussi des orfèvres comme Saint-Germain, avec cet exemplaire du musée du Louvre formidable, qui, pour Madame de Pompadour, pour ce genre de grands personnages, pour Marie-Antoinette plus tard, vont produire ces animaux. Ici, c'est pour la princesse Marie-Louise de Bourbon-Parme, hein, qui est la petite fille de Louis XV, qui va ensuite épouser Charles IV d'Espagne dans le royaume de Naples. Et elle se fait représenter justement sur ce portrait avec ses pendules à l'éléphant, ses pendules au rhinocéros. Donc vous voyez toujours les pendants aussi qui étaient collectionnés par les grands d'Europe. La manufacture de Sèvres avec Duplessis va reprendre ces motifs au rhinocéros, et vous avez ces exemplaires exceptionnels, rarissimes, qui sont ici au Metropolitan Museum de New York. On est vers 1758, donc vous voyez quelques temps après le passage de Clara en France. Et dans cette vogue pour la turquerie de l'époque, pour l'exotisme, on reprend avec les couleurs extraordinaires de Sèvres ces animaux. Il y aura des études naturalistes aussi, et notamment qui vont être menées par Buffon dans son Histoire naturelle. Et ici, sur ce portrait dessiné par Carmontel, conservé au musée Condé de Chantilly, vous apercevez dans le lointain, dans l'arrière-plan, l'éléphant qui est étudié, vous voyez, en termes de pattes, de peau, et parallèlement
au rhinocéros. Donc on est dans ce 18e des Lumières qui va essayer de se dégager un peu de la fortune tenace d'Albrecht Dürer pour étudier les exemplaires, les spécimens vivants qui traversent l'Europe au XVIIIe siècle. Et puis, en guise d'épilogue, je vais laisser Oriane nous parler finalement de cette monstration, ces exhibitions d'animaux qui vont inspirer les artistes jusqu'au XXe siècle. L'éléphant gagne donc tous les milieux, même la mode, où vous avez cette incroyable photographie de Richard Avedon qui montre Davima dans une extraordinaire robe Dior au milieu des éléphants. Voilà, ça donne envie de les côtoyer de plus près. Et puis jusqu'à François-Xavier Lalanne qui reprend finalement cette idée de comprendre le rhinocéros, de l'étudier, de l'ouvrir finalement avec ce spécimen en laiton qui est conservé au Musée des Arts Décoratifs. Et puis il est bientôt midi, heure du repas, heure du début du banquet, et donc nous terminons par cette porte aux éléphants qui ouvre en fait à Copenhague le quartier des brasseries de Carlsberg. Donc c'est une porte sculptée qui date de 1901 et qui montre, comme l'avait fait le Bernin, Louis XIV, le pape Léon X, le roi du Portugal et tous les autres, que l'éléphant ou le rhinocéros sont ainsi propices à la fête. Donc merci beaucoup de votre attention. Un grand merci à Oriane Beaufils et Mathieu Deldic pour cette présentation vraiment passionnante, très, très complète. Voilà, alors je vais passer la parole à la salle si vous avez des questions pour les interroger sur ces deux animaux. Est-ce que certains d'entre vous ont... C'est une question pour Mathieu Deldic. Merci beaucoup. Voilà, c'est une question peut-être stupide. Est-ce que la matrice en bois de la gravure de Dürer, est-ce qu'elle existe toujours ou on l'a perdue? Parce que vous disiez qu'on avait fait des copies plus tardivement. Oui, en tout cas, celle de Dürer n'est pas conservée. Non. En fait, c'est une gravure extrêmement éditée et imprimée. Donc, et en plus, c'est un bois, donc ça s'abîme beaucoup plus facilement. Donc non, malheureusement, non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est pas vraiment une question. Je pensais à l'éléphant qui était prévu par Napoléon sur la place de la Bastille. Napoléon, c'est Oriane. Oui, après on a fait un petit saut entre le 18e et le 20e siècle, mais on n'a pas montré tous les éléphants, mais il y a Napoléon, place de la Bastille, il y a eu des projets successifs pour la place de la Bastille, même après Napoléon, sous Louis-Philippe, on a voulu faire revivre ce projet d'éléphant. Donc ça montre aussi que ce symbole est resté très vif dans la pensée et dans l'organisation de la ville, et puis même très peu de temps, 60 ans après la création de l'éléphant par le Bernin sur la place de la Minerve, en Sicile, il y a une fontaine avec un éléphant portant un obélisque sur son dos qui est créé. Donc il y a aussi une diffusion de l'animal, mais aussi de ce que les artistes en ont fait. Il y a encore le temps pour une autre question. Merci beaucoup pour cette présentation très agréable et riche. Une question un peu collatérale concernerait plutôt l'emploi du coup de l'ivoire, parce qu'on voit très bien beaucoup d'objets, notamment à Dresde d'ailleurs, dans le cabinet, et puis à Vienne, le cabinet de curiosité de Rodolphe II, on voit énormément d'objets en ivoire qui sont d'ailleurs de taille absolument importante, donc ce qui suppose sans doute qu'à côté du trafic des éléphants vivants, il y avait aussi, et bien plus avant, des voies de commerce entre l'ivoire simplement importé. Je ne sais pas si vous pouvez dire un petit mot autour de ça. Oui, ça existe même depuis le Moyen-Âge, au XIIe siècle. On a en Sicile, vous savez, des petites pièces d'échecs qui représentent les éléphants en ivoire. On a aussi, je pense, je ne sais plus, c'est parmi les... en Écosse, vous savez, en ski, ça c'est en os, c'est vrai, mais qui représentent des éléphants aussi en pièces d'échecs. Mais c'est une tradition, en effet, c'était encore un autre sujet, c'est-à-dire le travail de l'ivoire et est-ce qu'on représente des éléphants en ivoire, mais ça arrive pour les pièces d'échecs, oui. En effet, mais depuis le Moyen-Âge et jusqu'à, en effet, les travaux des ivoiriers saxons. Oui. Voilà, y a-t-il encore une autre question? Voilà. Écoutez, je vous remercie à tous et donc bonne continuation.